Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. L'Allemagne discute salaire minimum tandis que la France négocie à la baisse les revenus chez PSA. Inversion de tendance ou réalisation de l'inévitable? Faut-il sacrifier les salaires pour maintenir les emplois dans notre pays? L'écotaxe provoque la grogne des routiers et des agriculteurs. Encore un impôt, est-ce bien utile? Et puis la banque américaine JP Morgan paye 13 milliards de dollars à la justice américaine pour solder les procédures à son encontre liées au subprime. Les banques commenceraient-elles à payer pour la crise? Avant d'en parler, Farah Bouchrak fait le tour des unes échos de la semaine. JP Morgan veut se racheter. La banque d'affaires négocie une amende record à 13 milliards de dollars avec la justice américaine. Elle espère ainsi solder les procédures à son encontre liées à la crise des subprimes. L'Allemagne va-t-elle se doter d'un salaire minimum? La question divise le SPD et la CDU alors que les deux partis s'apprêtent à former une coalition. À gauche, les socialistes militent pour la création d'un SMIC horaire à 8,50 €. À droite, Angela Merkel privilégie plutôt l'idée d'un relèvement des minima de branche. Je ne sais pas si un salaire minimum généralisé changerait complètement la donne, mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui sont obligés de faire des petits boulots, comme les retraités ou les étudiants, auraient quelques euros de plus en poche. Bien sûr que je trouve que c'est une bonne idée, mais la question c'est de savoir si le patron peut le payer. À quoi ça sert qu'un salaire minimum soit introduit s'il est obligé de licencier un employé pour augmenter le salaire des autres? En Normandie, en Seine-et-Marne ou encore en Franche-Comté, les agriculteurs français se liguent contre l'écotaxe. Un nouvel impôt qui s'appliquera dès l'année prochaine au transport routier et qui devrait rapporter plus d'1 milliard d'euros par an à l'État. Travailler plus, gagner moins pour sauver les emplois. PSA a fini par les convaincre. 4 syndicats sur 6 ont signé l'accord de compétitivité proposé par la direction. Les salariés sont plutôt divisés. Si on est sûr qu'après, on maintient bien les emplois, tout ça, il n'y a pas de souci, on est prêt à faire des concessions à court terme. Moi ça va, je suis au bout du tunnel, donc je commence à avoir la sortie. Mais ceux qui vont être derrière moi, ils ont du souci à se faire. Et puis les chiffres du chômage, la courbe ne s'inverse pas. Pire, elle atteint même un nouveau record en septembre avec 3 029 000 demandeurs d'emploi en catégorie A. Malgré tout, François Hollande reste optimiste. C'est encore trop, mais il y a une évidente décélération par rapport à ce que nous constations depuis un an. Les footballeurs s'indignent. Les clubs professionnels vont faire grève en France le dernier week-end de novembre. Ils réclament le retrait de la taxe à 75% annoncé par le gouvernement. Alors d'un côté peut-être un SMIC en Allemagne, de l'autre une baisse des salaires en France chez PSA et chez Renault. Faut-il sacrifier les revenus pour maintenir les emplois dans l'Hexagone? On en parle avec mes invités. Avec moi aujourd'hui Philippe Chalmin, bonjour. Professeur à l'université Paris-Dauphine, auteur de Crise 2974-2008, Histoire et Espérance chez François Bourin. Guillaume Clossat, bonjour, président d'Europa Nova, auteur de Europe de la dernière chance, aux éditions Brochet. Europa Nova fête d'ailleurs ses 10 ans. Aux éditions Armand Collin. Armand Collin, d'accord. Europa Nova fête ses 10 ans à la Sorbonne. Ça sera ce week-end d'ailleurs. Vous invitez une soixantaine de personnalités, dont Enrico Letta, le Premier ministre italien. Philippe de Sertine, bonjour. Directeur de l'Institut de Finance, auteur du Gué du Tigre, c'est chez Anne Carrière. Enfin également Olivier Bérurier, bonjour, actuaire et auteur du blog lescrises.fr. Alors, Philippe Chalmin, d'un côté un SMIC en Allemagne, de l'autre, effectivement, on voit qu'il commence à y avoir des négociations à la baisse chez PSA, chez Renault. Est-ce qu'il faut de la modération salariale pour préserver les emplois en France, tout simplement? Alors, de la modération salariale, probablement. Une baisse globale du coût du travail eût été une bonne chose. Dans les nouvelles de la semaine que vous n'avez pas mentionnées, il y avait cette annonce que le gouvernement s'interrogeait sur une remise en cause éventuellement du crédit d'impôt compétitivité emploi pour plutôt revenir à de bonnes vieilles baisses de charges. Il est clair que c'est là que se situe le problème et que même si je ne suis pas totalement persuadé
que notre différentiel de compétitivité entre la France et l'Allemagne soit un différentiel lié au coût du travail. Je dirais que dans ce débat et cette différence que nous avons entre la France et l'Allemagne, la question n'est pas de savoir s'il y aura ou non un SMIC en Allemagne, la question serait plutôt de savoir si en France on serait capable, patronat et syndicats, en branche, en entreprise et même au niveau national, de se mettre autour d'une table et de signer des accords dans une vieille chose qu'en Allemagne on appelait la cogestion, c'est-à-dire la Mitbestimmung. Mais justement, PSA, Renault, Philippe de Sertine, est-ce que c'est un début de cogestion en Allemagne, en plus, qui vise à baisser les salaires, faut le dire tout de même, pour maintenir les emplois? Là, en réalité, dans la question, il y en a deux. Il y a la comparaison entre la situation française et la situation allemande. L'Allemagne est évidemment une exception dans le monde occidental, en tout cas une situation très différente de la situation française. On est dans un pays qui, en dépit de la crise, a ses performances qui s'améliorent, qui se sont améliorées depuis 2007 de manière extraordinaire. Mais au prix d'une modération salariale qui a duré quoi, 10 ans? Au prix, enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est au prix, mais en tout cas, qui permet aujourd'hui d'être dans une situation avec un taux de chômage extrêmement faible, le plus faible de tous les grands pays occidentaux de loin, avec l'obligation d'ailleurs d'avoir beaucoup d'immigration en Allemagne pour essayer justement de suivre, avec notamment des profs d'allemand qui sont envoyés un peu partout dans l'Europe du Sud et dans l'Europe centrale pour récupérer des salariés espagnols. Exactement. Donc là, on est dans une logique où évidemment aujourd'hui la question qui se pose à la société allemande, c'est le partage des fruits de la croissance. On le voit avec une augmentation par exemple des salaires ou des primes dans des entreprises comme Volkswagen, et nous sommes avec cette question qui se pose dans la société allemande. Est-ce qu'on peut se permettre de revenir dans une notion de SMIC sur la totalité de l'Allemagne? Probablement pas, parce que l'Allemagne est d'abord une société, on va dire, fédérale, avec un certain nombre de logiques qui ne seront pas des logiques comme on peut l'avoir en France centralisatrice, donc qui sont évidemment très très éloignées de la situation française, avec un chômage énorme, avec une compétitivité en baisse. Mais après, la question qui se pose, c'est la question française, en disant que supporte un salarié français aujourd'hui lorsque on doit payer ce salarié, payer les charges qui vont avec. Et c'est tout le manque de compétitivité de l'économie française, lié notamment au poids des charges publiques, qui est posé. Et là, on est dans quelque chose encore différent du contexte allemand. Guillaume Clossard, est-ce qu'il y a un parallèle à faire tout de même? Parce que finalement, est-ce que c'est la victoire du modèle allemand? Il y a eu modération salariale pendant 10 ans. Aujourd'hui, effectivement, on peut augmenter. Peut-être il est question d'un SMIC en Allemagne. Et en France, on est au contraire dans un projet inverse de modération salariale. Que ce soit la forme d'un SMIC ou que ce soit un relèvement des minima sociaux, d'une augmentation des rémunérations. Et ça se fera d'une manière ou d'une autre. Ça a été annoncé il y a 1 an et demi par Wolfgang Schäuble. Il a dit qu'il faut que la négociation se fasse, et on le fait dans le cadre d'une relance européenne qui avait été promise par la chancelière, mais qui ne pouvait arriver qu'après les élections européennes. Donc, juste pour la big picture. Deuxièmement, il faut se remettre aussi dans la situation allemande d'il y a 10 ans. Il y a eu un double effort qui a été fait il y a 10 ans. C'est que les Allemands qui fonctionnent en réseau et en masse ont fait d'un commun accord, SPD et syndicats patronaux et salariés, l'analyse que leur positionnement pour l'avenir n'était pas le bon. Et donc, il y a eu un deal qui est on va créer des dynamiques d'innovation collective pour redevenir les leaders mondiaux. Et ce deal a été mis très sagement en place depuis 10 ans. Et aujourd'hui, les Allemands préparent une autre étape, comme les Suédois d'ailleurs, qui lancent des études mondiales pour savoir comment ils doivent se positionner pour demain. Il faut juste avoir conscience de la stratégie. La France, elle, n'a pas fait ça du tout. C'est-à-dire que cette réflexion sur l'innovation comme priorité, il y a les analyses, les sondages sur les salariés allemands, à 95%, l'innovation est perçue comme une opportunité et pas comme un risque. Et donc, l'idée, c'est on voit comment on peut innover et comment on peut créer des emplois de manière locale. Les sociétés françaises, aujourd'hui, elles ne posent pas la question de l'investissement, elles se disent comment maintenir, pour celles qui marchent bien, nos seuils de rentabilité à 15%. Et puis pour celles qui marchent moins bien, comme PSA, de toute façon, c'est comment maintenir les emplois en France. Le marché français est un marché sinistré, donc on ne va pas investir. Donc on peut réduire la masse salariale en France, on peut réduire le coût du travail, mais tel que je le vois en discutant avec les patrons aujourd'hui, même si vous réduisez un peu, leur sujet n'est pas là. Ils ont déjà considéré que le marché français est un marché sinistré et qu'il fallait aller chercher la croissance ailleurs. Et les grands groupes, à partir du milieu des années 80, français ont eu exactement la même stratégie que les grands groupes américains. C'est-à-dire qu'ils ont défait leur réseau
de partenariat avec des PME et des entreprises intermédiaires pour externaliser massivement à l'étranger. Donc c'est beaucoup plus compliqué en France qu'ailleurs. Et c'est cette remise à plat totale, ce discours de vérité que les syndicats patronaux, l'État et les syndicats salariés doivent faire si on veut vraiment relancer l'économie française. Autrement, vous ferez tout ce que vous voulez, mais ça sera de la fantaisie. Donc il faut une cogestion à l'allemande. Olivier Berruyer, est-ce que c'est un premier pas vers une cogestion à l'allemande, d'après vous? Deux points sur l'Allemagne. Premier point, pourquoi elle réussit aussi bien? Parce qu'elle est en monopole sur deux types de produits, sur les machines-outils et sur les voitures de luxe, qui sont exactement les produits dont a besoin la Chine depuis 10 ans et peut-être encore pour 5 à 10 ans avant que la Chine les fasse eux-mêmes. Donc évidemment, ça aide bien mais ça pour exporter. Ça provient d'une analyse rationnelle et d'un travail qui a été fait il y a 10 ans de manière collective par l'ensemble de la société allemande. Où est ce travail en France? On est bien d'accord, on peut réfléchir aussi comment on se positionne. Deuxième point, au niveau de l'écart France-Allemagne, qui est quand même extrêmement exagéré. Enfin, en tout cas, dans l'analyse, je trouve qu'il y a une distorsion. Il faut regarder l'Allemagne par rapport au reste de l'Union européenne. Et quand on regarde, effectivement, l'Allemagne a en gros bloqué ses salaires pendant 10 ans, ce qui fait un gain de compétitivité prix. Mais la problématique, c'est que on en vient à considérer que c'est un modèle qui marche, alors que c'est un modèle d'agression économique par rapport à ses voisins. Et pourquoi ça réussit? C'est cavalier seul. Alors pourquoi pas? C'est une stratégie qui vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est une stratégie qui est mortifère quand on a une monnaie unique. Parce que bien évidemment, si l'Allemagne avait gardé un mark, le mark serait à 1,30 € ou 1,30 franc, et évidemment, il n'y aurait pas du tout les mêmes excédents commerciaux. En régime capitaliste, je sais pas, il est quand même assez stupéfiant d'en arriver. Donc il ne faut pas baisser les salaires en France pour maintenir les emplois, Olivier Berruyer, ou est-ce qu'il faut le faire? Je me permets de rappeler que le PIB, c'est en gros la somme des salaires plus la somme des profits des entreprises. Alors, je veux bien baisser le PIB, mais dans ce cas-là, alors on prône la décroissance et on prône la débaisse. C'est la somme de ce que vous produisez. Excusez-moi, c'est pas une réalité économique, là, vous venez de dire. Comment vous faites votre calcul en disant que c'est la somme des salaires? Non, oui, le PIB. Il y a 3 façons de calculer le PIB. Oui, la troisième, la base, c'est quand même dire c'est la production. Que ce soit économique. la somme des valeurs ajoutées, que ce soit la somme de ce que vous consommez. Il y a 3 façons de calculer le PIB. Enfin, en tout cas, pour qui vous, sont mathématiquement identiques. Une modération salariale, c'est pas forcément de cette manière-là qu'on maintiendra les emplois. Enfin, il y a plus d'un siècle, les premiers capitalistes avaient très bien compris que le pouvoir d'achat du consommateur qui fait tourner le régime capitaliste, c'est aussi les salaires que vous lui donnez. Enfin, il faut revenir à Henry Ford ou à JP Morgan, le banquier à l'époque. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, le système n'a tenu en Allemagne que parce qu'en baissant ses salaires, évidemment, vous détruisez votre consommation dans le pays, il ne vous reste que le commerce extérieur, et l'Allemagne s'est dit, c'est les voisins qui vont acheter mes produits. C'est très bien, mais évidemment, tout le monde ne peut pas faire ça. Et si l'Allemagne a réussi, c'est parce qu'en France, on n'a pas fait d'austérité, que la France a continué à acheter les produits allemands. En tout cas, ça pose une vraie question, c'est où est la coopération en Europe quand on est dans ces façons-là? Là, vous y allez un peu facilement, je dirais, car vous faisiez référence à cette prise de conscience allemande. On est au début du 21e siècle. La France fait 4% de croissance. L'Allemagne est à 2, 2,5. L'Allemagne perd à l'époque sur le marché européen. Et à ce moment-là, vous avez ce célèbre rapport Deutschland erware, Allemagne réveille-toi. Et puis vous avez un homme politique qui a pris quand même un risque énorme, qui lui a coûté d'ailleurs son siège. Je veux parler de Schröder. Et Schröder a revampé, a remodifié tout le modèle social bismarckien. Alors, ça a été effectivement un choc, mais ça a donné une dynamique à l'Allemagne que la France n'a jamais eue. Et l'autre élément... Si tous les pays européens avaient fait la même chose, est-ce que finalement ça aurait été une réussite? Il y a un autre point de différence quand même, c'est que, à la différence de bien d'autres pays, la base du modèle allemand, c'est quand même ce qu'on appelle le Mittelstand, c'est-à-dire les bonnes grosses PME, dont le développement industriel a commencé par l'Allemagne, quitte à délocaliser d'ailleurs dans les pays voisins de l'Est. PME innovantes et qui font des produits de qualité. Nous avons plus au niveau français de grands champions mondiaux. Comme vous le disiez, ces grands champions mondiaux, eux, c'est le monde qui est leur terrain de jeu. La France ne les intéresse plus. Je reviens à ma question initiale. Je suis désolée, mais est-ce qu'il faut de la modération dans ce pays pour maintenir les emplois? Est-ce que finalement, PSA, Renault, on va vers une négociation? Fille de Serfine. Mais enfin, excusez-moi, tout à l'heure, je souriais, mais je souriais parce que je trouvais que vous caricaturiez de manière extraordinaire. Mais c'est incroyable quand même de tenir un discours aussi agressif vis-à-vis de l'Allemagne. Ce que vous êtes en train de dire, c'est en train de dire... des milliers, c'est une agression aussi de chômeurs. C'est une agression. Enfin, vous plaisantez, une agression. On peut faire la même chose, une agression. C'est des termes très forts. Une agression, ça veut dire vous attaquez quelqu'un. Ils ont attaqué personne. Ils ont dit nous avons un problème, nous réfléchissons à notre problème et nous proposons des solutions. Eh bien, c'est le cœur du problème, c'est que quand on partage la monnaie unique, on ne peut pas faire ce qu'on veut tout seul. Et quand on partage la monnaie unique, on n'a pas le droit non
non plus de faire du déficit de manière extraordinaire comme fait la France aujourd'hui. C'est exactement la même chose. L'Allemagne a à peu près la même Est-ce qu'il faut baisser les salaires ou En pas? France aujourd'hui, le problème majeur, c'est que notre système aujourd'hui ne tient pas. Alors, soit on décide qu'il faut réduire un certain nombre de dépenses, et en particulier des dépenses sociales, et aujourd'hui nous n'y parvenons pas, soit nous disons il faut assumer exactement la réforme de l'assurance chômage, ces réformes de déficit structurel de l'État français, soit nous décidons que nous n'y parvenons pas et que par conséquent la seule solution c'est d'essayer de redonner de la compétitivité ailleurs à la société française en lui disant vous continuez de financer notre système ancien. C'est ça la grande question aujourd'hui. Mais est-ce qu'on garde Mais l'Allemagne a le même problème. L'Allemagne a 2000 milliards de Économie dettes. de l'offre ou économie de la demande. Et là-dessus, alors, il y a un point quand même sur lequel je voudrais, non pas vous réconcilier, mais il y a quand même un point sur lequel l'Allemagne joue quand même de manière très très ambiguë, c'est qu'elle s'est, et c'est un des éléments qui a joué quand même dans le succès allemand, c'est qu'elle s'est appuyée sur ces banlieues de l'Est. Il est clair, par exemple, nous allons parler peut-être d'agriculture, le marasme breton aujourd'hui est largement lié au dumping social des bouchers intérimaires travaillant dans les abattoirs du nord de l'Allemagne et qui sont sur contrat polonais. Oui. Donc là, il est exact. Ça s'appelle l'Europe, hein, il me semble. Donc, mais justement, l'Europe libérale. mais là, il est exact que l'Allemagne a eu la chance de profiter de banlieues à l'est qui étaient quand même nettement plus dynamiques que nos banlieues au sud. Deux choses. Il faut conclure cette première partie. On se retrouve dans la deuxième partie, juste après le journal. Restez avec nous.